Bonjour à tous les fans de basket européen. Une fois de plus, on est de retour, une fois de plus, on est confiné et une fois de plus, on va parler d'Euroleague. Aujourd'hui, on s'attaque à notre deuxième épisode sur l'Euroleague et notre nouvelle émission hebdomadaire consacrée à la meilleure ligue du monde. Aujourd'hui, pour m'accompagner, et comme la semaine dernière, il y a Romain et Mathieu. Salut les gars, ça va bien ? Salut. Salut Corentin, salut Mathieu, salut à tous. Voilà, c'est mou, Mathieu, va falloir se réveiller parce que Romain, il est déter. Ça va être une belle émission en perspective parce qu'on a beaucoup de choses à traiter. Donc ça va être en 4 temps, comme toujours, avec les résultats de la journée passée parce qu'on avait traité, on était à cheval sur 2 journées, le programme de la journée suivante, un petit débat et enfin la chronique de Sieur Romain. Si c'est OK pour vous, je vous propose de vous parler des résultats de la semaine dernière qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Et puis dès que je dis une bêtise ou quelque chose qui attire votre attention, vous pouvez m'interrompre, bien sûr, pour me parler de ce qui vous intéresse. On est parti ? Let's go. Allez, c'est parti. On avait commencé la journée 6, on avait parlé notamment de 4 matchs et il nous en restait donc 3 à traiter. Dans cette journée 6, le Barça s'est imposé d'1 point contre le Baskonia Vitoria. L'Anadolu Efes a été gagné contre l'Olympiakos 84-79. Le Khimki Moscou a gagné de 6 points contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis, ce sera tout pour la fin de cette journée 6. Parlons maintenant de la journée 7. Une journée 7 qui a été forte en rebondissement et riche d'un beau basket. Valence a été gagné contre Milan de 5 points, 86-81. Le Bayern a été chercher une belle victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade en gagnant 74-59. Le CSKA Moscou a gagné de 6 points contre le Panathinaikos Athènes. Puis, le Real Madrid a dû bien manœuvrer pour aller chercher une victoire contre une équipe du Žalgiris Kaunas qui a concédé que 3 points au Real Madrid. Le Fenerbahçe Istanbul, pour sa part, s'est imposé 83-71 face au Khimki Moscou d'Alexei Shved. Et enfin, on a le club français de Lyon-Villeurbanne qui s'est imposé de 2 points contre Baskonia 88-86. Puis, de l'autre côté, on a également le Barça qui a été, je dirais, étrié, hein, je pense que c'est le bon mot, l'Alba Berlin 103-67. On a aussi l'Efes Istanbul qui s'est imposé de 2 points contre le Maccabi Tel Aviv, on reviendra sur la rencontre. Et enfin, dernier match, l'Olympiakos du Pirée qui a gagné 75-66 face au Zénith Saint-Pétersbourg, le Zénith qui concède sa première défaite de la saison. Est-ce que vous auriez un match que vous avez regardé, qui a attiré votre attention ou dont vous aimeriez parler, les copains ? Perso, moi j'en ai 2. Je sais pas, Mathieu, si t'en as un en particulier. Alors moi, le match qui m'a attiré, c'était l'Anadolu Efes contre le Maccabi Tel Aviv. C'était un match serré de bout en bout et on a eu des Français performants, donc c'est le match que j'ai retenu, moi. Ok, beau match, sympathique. Moi j'en ai un autre également, donc je laisserai Romain parler de ces matchs. Bah du coup, j'ai regardé la deuxième soirée, j'ai regardé donc Valence et contre Milan. Un match, alors quand on le regarde comme ça, on n'a pas l'impression que ce soit un match si incroyable dans le contenu. Et finalement, ben, il y a eu quand même du suspense avec un match de série où les équipes prenaient de large et l'autre revenait et prenait un petit peu d'avance, etc. Ça se répondait. Et dans le match, en fait, ce que j'aime bien retenir côté Valence, c'est une des équipes qu'on aime bien depuis le début de saison. Et là, ben, pour ce match, c'est des joueurs un petit peu plus discrets qui se sont montrés. D'habitude, on voit plus du Dubljevic qui se met en avant. Et finalement, là, c'est Sam Van Rossum qui a fait un match tout à fait correct, avec 21 points à 4 sur 7 de loin. Il a Increvable. pris ouais, il a C'était pris les choses increvable, hein. très tôt. Ça a vraiment été le patron sur le terrain. Et puis, il y a Prepelic aussi qui a fait un bon match. Donc, vraiment, c'était un match de Valence qui montre chez eux cette faculté d'avoir différentes cartouches de disponibles. Ils ont dû faire avec un Derrick Williams très vite out.
Il a joué que 14 minutes et on a vu les images, il se tenait le bras, il avait vraiment pas l'air bien. Mike Tobey, pareil, glisse à un moment donné et est obligé d'aller au vestiaire. Et en fait, ben, Valence tient le coup. Donc non, c'était vraiment intéressant. Milan, ben, je vous avais exprimé mes quelques craintes, même si l'équipe a l'air d'être monstrueuse. C'est inquiétant, un petit peu inquiétant, euh, parce que des fois, pas forcément de solution, sauf l'individualisme de Rodriguez sur certaines séquences, parce que voilà, il essaye d'être le sauveur et c'est tout à son honneur. Donc voilà. Et le deuxième match où j'ai pris un plaisir immense, c'était le Fenerbahçe contre le Khimki Moscou. Il n'y a aucun doute, le Fenerbahçe, ça va être une équipe ultra, ultra excitante tout au long de la saison. Pareil, ils perdent, alors on y reviendra, mais ils perdent Nando De Colo. Et finalement, ben, il y a des joueurs qui se révèlent et il y en a un qu'on adore de notre côté, c'est Dayshon Pierre, qui est vraiment la bonne pioche du Fenerbahçe cette saison. Et il a été incroyable. Donc voilà, c'était un match très très intéressant. Jarel Eddy, voilà, ben, c'est un sniper et il l'a montré. Tout est facile de loin avec lui. Donc voilà, moi c'est ce qui m'ont marqué cette semaine et surtout sur la deuxième soirée de Euroleague qu'on a pu suivre. Ok, ok, c'est plutôt complet. Pour ma part, j'avais vu le match du Kimki contre l'Étoile Rouge, un match assez serré, même si à la fin le Kimki fait la différence avec des éclats d'Eric McCollum et également de Jordan Mickey. J'ai pas encore vu Baskonia-Barcelone, un match qui s'est terminé avec un point de différence. C'est un match que j'aimerais bien voir. On m'a parlé de l'Anadolu Efes contre le Maccabi. Match très serré, gagné de 2 points par les fesses. On reviendra dessus, parce qu'il y a un Français qui s'est illustré. Mais c'était un match, à ce qui paraît, assez excitant. Je crois que vous... Est-ce que vous l'avez vu, les gars? Au moins le highlight. Parce que moi, je me suis réservé la primeur du truc et j'ai hâte de le voir. Alors moi personnellement, ouais, je l'ai regardé dans son intégralité et c'est vrai que c'est un match assez agréable, plutôt porté sur l'offensive avec beaucoup de belles actions, pas mal de variétés et pas mal de joueurs aussi qui sont exprimés sur des cartons assez spécifiques. On a aussi une grosse performance de Tibor Pleiss. Moerman finalement rentabilise très bien son jeu en attaque. En face, on a quelques Américains avec Scotty, Will Buckin et Tyler Dorsey qui font aussi un petit massacre. Donc ouais, c'est un match sympa. Ok. Bah écoute, j'ai hâte de le voir. On verra si je partage ton constat sur certains joueurs. Il y a également un match que j'aimerais bien voir et que je me suis gardé de côté. C'est le Lyon-Villeurbanne-Basconia. Victoire de 2 points de l'Asvel à Basconia. Ça faisait un bail que l'Asvel ne s'était pas imposé. Mais bon, je garde l'info à Romain parce qu'il va nous en parler, je pense. Lui qui supporte Baskonia, je pense, c'est ça, Romain, je me trompe pas. C'est ton équipe espagnole Oui, préférée. oui, oui. Voilà, on en reparlera de Baskonia, mais à moins que tu veuilles nous parler de ton constat sur ce match ou de ce début de saison par rapport à l'équipe espagnole. Bah, au risque de me répéter, voilà, c'est moyen et ça montre ses limites. Contre l'Asvel, c'était bah, ils ont été pris à la gorge tout de suite et finalement bah il n'y a pas forcément de réponse proposée si ce n'est des exploits de temps à autre et puis des choix défensifs qui pour moi leur coûtent le match quoi. Donc déçu encore une fois. Ok. Et enfin, je me suis regardé alors hier le fameux Real Madrid-Žalgiris Kaunas avec une victoire de 3 points du Real qui a été beaucoup plus réaliste en fin de match que Žalgiris, qui pour moi propose un des plus beaux jeux d'Euroleague avec des flare screens pour Geoffrey Lauvergne qui en tête de raquette envoie des tirs assez intéressants.
Et puis on a mon chouchou, enfin un de nos chouchous, parce que je sais que on partage son amour avec Romain notamment, c'est Thomas Walkup qui fait bien tourner l'équipe. Alors certes, il y a encore quelques choix qui sont pas toujours au top, même si je le trouve juste sur la globalité du match. Et puis le Real fait la différence parce que bah plus de rotation, ils ont vraiment été bons, Žalgiris, et c'est l'équipe qui me fait je pense que ouais, c'est l'équipe qui me fait le plus kiffer en ce début de saison, avec également Rubit qui à l'intérieur a été assez intéressant et qui a pas mal fait danser Tavares. Donc c'était un beau petit match à regarder pour ceux qui aiment le beau jeu, avec un Real qui a pas mal fait tourner. Abalde va être un monstre. J'ai vraiment vraiment hâte de le voir en fin de saison et de voir l'évolution. Donc voilà, c'était assez intéressant comme match. Est-ce qu'on passerait pas à la journée suivante et à son petit programme? Let's go. Ok, nickel. On va avoir des belles rencontres et même des chocs, je dirais. Déjà, on a le Barça qui va se cogner le Fenerbahçe Istanbul. C'est un match qui va être super intéressant avec deux formations portées sur l'offensive, donc ça va artiller de tous les côtés. On a aussi le CSK qui va jouer contre Baskonia. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Et on va dire le retour de Toko face à enfin Toko Shengalia, Tornike Shengalia, face à son ancienne équipe où il était capitaine et où il a gagné un titre de champion d'Espagne. Il y aura également le très attendu Olympiakos Alba Berlin pour les fins tacticiens, parce que cette équipe de Berlin nous a surpris sur quelques matchs. Et moi, j'ai hâte de les voir jouer face à une équipe de l'Olympiakos avec une sauce un peu différente, avec une équipe dont on parlera ensuite. Maccabi Tel Aviv ira jouer contre le Žalgiris Kaunas. Également, là, ça va être intéressant. J'ai pas encore vu Maccabi jouer, mais je vais pas me louper ce match-là parce que j'ai hâte de voir Wilbekin notamment face à ce que peut proposer Žalgiris Kaunas en défense. On aura également le Khimki Moscou face à Milan. Et j'ai hâte de voir comment Milan va faire pour s'imposer en dessous face à l'armada des postes 4-5 du Khimki et voir si le Khimki va réussir à s'imposer à l'intérieur ou artiller de loin. Suivez mon regard vers Alexei Shved. Il y aura également l'Étoile Rouge de Belgrade qui jouera contre le Real Madrid. Ça va être un match intéressant également, puisque l'Étoile Rouge de Belgrade, on connaît son identité de jeu, notamment celle d'Obradovic. Voir ce qu'il va pouvoir proposer pour résister à la triple rotation du Real Madrid. Il y aura également un match qui va vraiment m'intéresser pour le côté attaque. C'est Anadolu Efes Panathinaikos. C'est un match qui me hype, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment hâte de voir ce match parce que je me dis qu'un soir où Nedovic rentre tout dedans et de l'autre côté l'Efes qui peut être létal à 3 points, ça peut être un match qui dépasse les 100 points. Et enfin, il y aura deux derniers matchs. Le Bayern face à Valence, une opposition en ce début de saison avec deux équipes plutôt en forme, deux équipes qui pratiquent un beau basket. Et enfin, Zénith face à Lasvel, un Zénith qui a subi sa première défaite. Et Lyon qui a été gagné à Vitoria, ça peut être pas mal. Une équipe qui commence à gagner, l'autre qui commence à perdre, même si voilà, on ne va pas tirer trop de conclusions hâtives, ça va être un match vraiment intéressant. Les gars, quel est le match qui vous chauffe le plus? Moi, c'est le FC Barcelone contre le Fenerbahçe. C'est vraiment pour moi la grosse affiche à retenir. Mais j'avoue aussi que je garderai un œil sur la performance de Tornike Shengelia face à son ancienne équipe dans le CSKA Moscou Baskonia. Ouais, on peut comprendre. Et toi, Romain? Je partage l'avis de Mathieu. CSKA Moscou, Vitoria, forcément Vitoria. Et puis voilà, Toko Shengelia, l'ancien capitaine qui revient. Il va y avoir du storytelling et beaucoup d'amour, même si je pense que le CSKA va mettre une rouste à Vitoria s'il se réveille pas. Le Barcelone-Fenerbahçe, il va y avoir un match, je pense, très tactique entre Jasikevičius qui arrive dans une grosse cylindrée et Kokoskov qui a encore tout à prouver au Fener. Donc ouais, ça va être super. Et par contre, du coup, je viens d'avoir une news. Il semblerait donc que le Khimki Moscou ne jouera pas contre Milan parce que Milan a plusieurs cas de Covid et du coup, ils viennent d'annoncer donc ils suspendaient leurs activités. Voilà. Donc normalement, le match entre Milan et le Khimki va être annulé et reporté. Ok, merci pour l'info.
C'est triste, mais bon, c'est comme ça. On va faire avec. Euh, c'est très dur pour moi à chaque fois, chaque semaine, de me dire qu'est-ce que je regarde parce que tous les matchs sont intéressants. Il n'y a pas une seule équipe qui n'intéresse pas ou qui pratique un jeu qui peut laisser vraiment à désirer, même si bon, on a tous nos équipes fétiches ou pas. Simplement, petite mention au FC Barcelone qui est à 5 victoires d'affilée. On a de l'autre côté le Fener qui a 2 victoires d'affilée, tout comme le CSKA Moscou, l'Efes Istanbul, le Real Madrid. Et enfin, du côté des équipes qui enchaînent les défaites, on a 2 défaites d'affilée pour Baskonia, 2 défaites d'affilée pour l'Étoile Rouge de Belgrade, mais également pour le Maccabi Tel Aviv. Voilà, on a fait un point complet sur les rencontres de la journée 6, de la journée 7 et également de la journée 8. Maintenant, on va passer à notre débat. Un débat qui va être assez intéressant et animé puisque on va parler des Grecs. Oui, il y a encore des équipes grecques en Euroleague, même si elles ne sont plus aussi performantes qu'avant. On a toujours l'Olympiakos et le Pana. Est-ce que cette saison, les gars, on pourrait se retrouver dans une situation qui ne s'est pas présentée depuis des lustres, c'est-à-dire des playoffs d'Euroleague sans Grecs? C'est une grosse question. Ouais, C'est bien les sorties blancs. c'est le suspense. Non, c'est vrai que c'est l'une des grosses questions qu'on peut se poser au vu des effectifs proposés et finalement de la direction qui est en train de prendre la saison aussi pour les deux équipes. Du coup, effectivement, on a deux équipes qui sont en train, à mon sens, de réaliser une grosse reconstruction. Ça a été deux effectifs qui ont été vraiment remaniés cet été avec beaucoup de transferts, beaucoup d'allées, beaucoup de venues. Et je sais pas, les gars, par qui vous voudriez commencer? Olympiakos, Pana? Parlons du plus grand des 2 clubs, parlons d'Olympiakos. Oups, pardon. Rappelons que ouais, l'Olympiakos est dominant en foot par rapport à son histoire, hein. Il y a plus de titres gagnés par l'Olympiakos en foot et en basket, c'est le contraire. Voilà, c'est comme ça qu'à chaque fois je me situe. Tu voudrais nous parler de l'Olympiakos, Romain, ou on laisse Mathieu commencer avec les rouges et blancs? Bah, il est bien parti, donc il peut commencer, puis ben, j'en parlerai après. Allez, Mathieu, sois bon, Je vais essayer. hein. Alors, on a eu effectivement des départs assez notables cet été, notamment Milutinov, le pivot, Wade Baldwin, Dwight Briggs ou encore Taylor Rochestie qui sont partis. Et puis, du coup, quelques arrivées, et des arrivées plutôt intéressantes à mon sens, avec Kostas Loukas ou encore Livio Jean-Charles, Hassan Martin, Charles Jenkins. Et finalement, un effectif qui, je trouve, change quand même du tout au tout. Alors, c'est sûr qu'on retrouve quelques cadres comme Vassilis Panoulis ou encore Georgios Printezis, les éternels, mais dans des rôles différents, des rôles en sortie de banc. Et la grosse question, finalement, c'est que va-t-il arriver à cette équipe de l'Olympiakos? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une entente avec toutes ces arrivées qu'ils ont fait sur l'été, avec un effectif vraiment différent? Moi, je pense qu'il y a quand même un point fort à noter, c'est cet axe 1-5 qu'ils ont créé avec Sloukas et Martin. Sloukas, c'est un ancien de la maison. Il avait commencé, je crois, en 2008 à l'Olympiakos. Il a aussi gagné déjà l'Euroleague avec eux au début de la décennie 2010. Donc, c'est un joueur qui est très intéressant, à mon sens, assez sous-coté aujourd'hui au niveau Euroleague. Ça reste quand même l'un des meilleurs passeurs. Et sur le début de saison, c'est même le deuxième meilleur passeur de l'Euroleague. Et derrière, ils ont aussi récupéré Hassan Martin, qui est un buffle, un monstre, un Oh, profil c'est de moins rim qu'on puisse dire, hein. runner. Ah ouais, vraiment incroyable. Et je pense que cet axe-là, c'est celui autour duquel il va falloir construire. Mais c'est un bon début. Ouais, tu vois quoi comme point faible pour cette équipe, outre un effectif avec des cadres vieillissants comme Printezis, Panoulis ou autres, puisque bon, même si l'âge fera peut-être des petites différences à certains moments, leur expérience est toujours importante. Alors, moi, le point faible, je trouve finalement, c'est le manque d'un réel leader. Mais quand je dis leader, c'est un joueur de niveau élite. C'est top joueur Euroleague. Alors, on voit des équipes comme le CSKA, par exemple, qui s'offrent le luxe d'avoir un Milutinov et un Shengelia et un Mike James et un Clyburn, par exemple. Là, c'est vrai qu'on est un poil en dessous.
Maintenant, il y a aussi un constat qui est clair, c'est que les clubs grecs ont vécu la crise financière. Les moyens sont peut-être plus non plus les mêmes du côté de l'Olympiakos. Et puis forcément, avec l'effectif vieillissant dont on parlait, il y a le besoin aussi de créer une période de transition. Là où je trouve que l'équipe s'en tire pas mal, c'est quand même qu'avec Sloukas et Martin, il y a quand même une base pour faciliter cette transition. Derrière, il y a quand même des joueurs intéressants aussi. Shekin McKissick, que je trouve assez percutant. Est-ce que ce serait pas lui? Est-ce que ce serait pas lui le joueur élite que cherche l'Olympiakos? Peut-être bien. Il s'est montré en tout cas sous un bon jour depuis le début de la compétition. Maintenant, faut voir ce que ça donne sur la durée, mais il y a quand même des gars intéressants à suivre, hein. Aaron Harrison, Papa Nicolau qui est toujours présent. On a aussi Livio Jean-Charles, faut voir ce qu'il va donner, ou encore Octavius Ellis. Pour moi, c'est un effectif qui est au moins équilibré avec de la rotation sur tous les postes. Ça, c'est déjà un bon point. On parlera du Panathinaikos après et je penserai un petit peu différemment. Maintenant, voilà, pour moi, c'est finalement le manque d'un leader élite qui s'impose. Savoir également ce qu'on va faire de Spanoulis et Printezis, moi, ça me fait un peu de la peine de les voir aujourd'hui sur le banc. Mais quel est leur rôle? Quelle va être leur tâche dans cet effectif-là? Est-ce que ça va être simplement des vétérans qui vont apporter leur expérience, ou est-ce qu'ils peuvent encore nous gratifier de quelques actions d'éclat? Et puis finalement, dernière chose, vu que l'effectif a été chamboulé, il y a aussi tout un collectif à créer et réussir à trouver son jeu, quoi. Ouais. Ça me fait penser, ce que tu me dis, à, à l'article spécial sur l'Olympiakos qui a été fait dans Basket Le Mag ce mois-ci. Et on a le témoignage de Livio Jean-Charles, le petit Frenchie de l'équipe, qui a dit Spanoulis, on ressent clairement son aura. Parfois, on est à l'aéroport, les policiers nous arrêtent, on se dit merde, encore un contrôle. Bah non, ils veulent simplement une photo avec Spanoulis. Je vous invite à lire cet article et même à lire le Basket Le Mag de ce mois-ci, pardon, qui est juste exceptionnel, puisqu'on parle de l'Olympiakos dedans et pour y être allé, on ressent vraiment ça. Est-ce qu'avoir des légendes, ça suffira à l'Olympiakos pour se hisser en play-off, Romain? Je pense. Moi, clairement, l'Olympiakos, c'est l'équipe par rapport aux deux qu'on propose là ce soir, qui me fait dire que oui, l'Olympiakos ira en playoff. C'est le Pana, je vais avoir plus de mal. L'Olympiakos, je suis beaucoup plus confiant parce que je pense que la transition va se faire plus doucement, alors que le Pana, comme on le verra après, c'est beaucoup plus direct. Ils ont déjà basculé dans une autre sphère. L'Olympiakos prend son temps. Ils ont encore les deux monstres. Printezis, c'est 316 matchs d'Euroleague. Spanoulis, c'est 331. Il y en a 647 au total pour eux deux. C'est pas négligeable, absolument pas négligeable. Quand il va falloir gérer des situations compliquées, avoir des matchs où il faut de l'expérience, ils vont l'avoir, ils vont le transmettre à la nouvelle génération. Ça paraît pas, mais Sloukas est encore jeune et ça peut être un élément ultra important dans un collectif. Il y a des joueurs qui ont un peu plus de la trentaine et qui sont en plein prime. Ils ont 4 joueurs de la décennie d'Euroleague, donc avec les deux qu'on vient de citer, plus Papa Nicolaou et l'autre ça doit être Sloukas aussi. Donc ils ont l'expérience, en même temps ils ont la jeunesse et la folie. Makisic est un pétard ambulant. Je ne sais pas si ça va être le leader parce qu'il est peut-être pas encore assez régulier. Il est capable de prendre feu sur un match. Vezenkov, il est capable de faire un gros match. On a vu sur le match de ce week-end contre le Zénith qu'il cherchait pas mal Livio Jean-Charles. Ils vont le remettre en confiance parce qu'il a eu un petit problème en début de saison. Et puis, il y a la pépite, les gars. Hassan Martin, on était en train de se poser la question en arrivant au but du Knost, qu'est-ce qu'il allait faire à l'état supérieur? C'est la meilleure évaluation de l'équipe en ce début de saison. Il est redoutable proche du cercle. Alors oui, il y a beaucoup de dunks. Il est à 91% à 2 points. Correct. Mais il use les défenses. Il use littéralement les défenses. Moi, cette semaine, je me demandais quelle va être sa réaction face à un mec qui est aussi en feu. C'était Alex Poitres. Il l'a usé dès les premières minutes. Il lui est rentré dans le buffet.
Et à un Et moment surtout, donné, quand on le prend, le garçon, tu dois le sentir, quoi. ah ouais, vu l'arrière-train qu'il a, il est musculeux au possible. Mais c'était ingérable pour Poitres. Et du coup, il use les défenses. Et du coup, ben, pour moi, alors après, si je dois donner un point négatif, c'est peut-être justement ce secteur intérieur qui, pour moi, est un peu trop léger. Martin euh, peut s'essouffler rapidement parce qu'il se donne beaucoup en attaque, il met beaucoup d'énergie. Octavius Ellis a un profil un peu plus différent. Mais je trouve que avec que ces deux-là, ça sera peut-être un peu juste face à des grosses écuries. Mais pour moi, je suis très confiant sur la place de l'Olympiakos en playoff. Je dis pas que ça va être top 4, accrocher une septième, voire une huitième place, voilà, les dernières places en playoff. Mais pour moi, ils vont y être pour toutes ces raisons. Et bizarrement, le temps de jeu est bien réparti. Il y a pas un seul joueur au-dessus de 30 minutes, ce qui n'est pas le cas du côté du Pana, qui ont un joueur à plus de 30 minutes et un autre à 28. Alors que là, l'Olympiakos, celui qui joue le plus, c'est Sloukas et il est même pas à 25 minutes de temps de jeu. Donc, je suis beaucoup plus confiant pour l'Olympiakos en tout cas. D'autant plus que l'Olympiakos joue que l'Euroleague, qui peut être un point positif et point négatif, ce qu'aborde Livio Jean-Charles, parce que point négatif, si tu fais un match qui est assez mauvais, tu as encore quand même une semaine pour y réfléchir, alors que le Pana, eux, auront moins de fraîcheur physique, étant donné qu'ils sont également engagés en championnat de Grèce. Il y a également le point Shakel Malkišić que je voulais aborder, puisque l'année dernière, il a fait un gros match dans le derby, permettant à l'Olympiakos de s'imposer. Les deux équipes se sont rencontrées avec une victoire de l'Olympiakos 78-71 il y a un mois, jour pour jour, puisqu'on enregistre le 9 novembre et c'était le 9 octobre. Donc du coup, Romain les voit en play-off tout juste, 6e, 7e ou 8e place. Moi, je les vois à la 7e, 8e place également. Mathieu, est-ce que tu les vois dans ces eaux-là, plus bas, si tu devais donner une place? Alors moi, j'ai tablé un peu plus large parce que en fait, finalement, on est sur des équipes un peu du ventre mou, donc c'est toujours délicat de les mettre. Mais Effectivement. j'avais placé entre la 7e et la 10e position. Donc borderline playoff. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de grosses blessures, ça c'est sûr. Après, ils commencent à trouver une identité de jeu. C'est une équipe qui est quand même ultra athlétique, qu'il faut scoltiner parce que forcément, ça impacte. Mais voilà, s'il n'y a pas de blessures, c'est une équipe qui peut jouer les playoffs et se qualifier tout juste. Après, ça dépendra évidemment de la condition physique des joueurs. C'est clair, on avait oublié le facteur blessure. Passons maintenant du côté de l'ennemi juré, le Panathinaikos. Romain, est-ce que pour toi le Panathinaikos a plus de chances de se qualifier en playoff que l'Olympiakos ou c'est kiff-kiff? Pour moi, le Pana, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, et tu vois, tu es en train d'évoquer le facteur blessure. Ils en sont déjà confrontés. Si je me souviens bien, c'est pas Kiefer Sykes qui s'était blessé et qui est déjà reparti. Exactement, un petit tour et puis ça en va. Voilà, il est déjà reparti. Ils ont pris mince, l'ancien meneur de Milan l'année dernière. J'ai avalé son nom. Tu veux que je t'aide ou je te laisse galérer? Oh non, vas-y, comme ça, on va pas perdre beaucoup de temps. L'ancien Shelvin meneur. Mack. Comment? Shelvin Mack Ouais, c'est qui est ça. arrivé. L'ancien meneur Mais de qui, Milan et il avait joué en Italie avant aussi. Je me rappelle plus exactement où. Mais bon, je te laisse mais du terminer. coup, ils l'ont signé que moi. Euh, mais du coup, le Paname m'inquiète beaucoup. Et en même temps, ben, comme je l'ai évoqué au début, ça y est, eux, ils ont clairement enclenché le mode reconstruction. C'est pas rien, c'est pas rien de perdre Nick Calates, qui était ton homme à tout faire. C'est pas rien. Il était le moteur, le cerveau, il était un peu tout. L'année dernière, on l'a vu, il se démultipliait. Il était souvent proche des doubles-doubles, voire des triples-doubles. C'est pas rien. Euh, Ils ont perdu des mecs comme Deshaun Thomas, qui apportaient beaucoup d'expérience, qui était là depuis des années. Et finalement, ben, je suis beaucoup moins confiant parce que, voilà, ne serait-ce que perdre Nick Calates, pour moi, c'est leur enlever, allez, peut-être 3, 4 victoires qui feront peut-être la différence. Et l'effectif, du coup, accueille des joueurs qui, pour la plupart, ont besoin de ballon. Nedovic, ben, c'est pas sur des situations où lui crée un shoot, c'est souvent lui qui prend la balle en main.
Foster est un avaleur de ballon aussi. Santros, il va avoir un impact beaucoup plus défensif sur le jeu, mais c'est pareil, il prend quelques tirs. Et puis, ben, il y a des joueurs, de très bons joueurs dans la peinture qui s'accumulent, mais il faut leur trouver de la place. Papagiannis a besoin de ballon, Auguste a besoin de ballon, Ben Bentil, quand il est sur le terrain, il va vouloir du ballon. Aaron White, c'est pareil. Et du coup, j'ai l'impression que pour l'instant, le coach Vovoras a pas encore trouvé son rythme de croisière. Est-ce qu'il va réussir à le trouver? Je suis pas sûr. Bon, Et qui puis du plus est coup, sans meneur, sans meneur, sans réel stable, meneur, c'est j'entends. ça? Ouais, exactement. Et puis moi, il y a une interrogation aussi, c'est est-ce que Nicolates rendait meilleur Papa Petrou ou est-ce que Papa Petrou est complètement à côté de la plaque en ce moment? Et Ouf. que c'est juste passager. Parce que du coup, Papa Petrou, pour moi, il est loin du niveau affiché l'année dernière. Euh, et l'année dernière, il nous est vraiment une superbe année. On l'a vu sur des matchs, il avait un impact incroyable. Enfin, voilà, il était le parfait complément de Calates. Et finalement, cette saison, bah, il est à moins de 10 d'évaluation, il a 15% à 3 points, il a 50% à 2 points. Et pourtant, c'est celui qui joue le plus. Et du coup, ben voilà, je suis moins emballé par le Pana cette saison. Ah, je peux comprendre. Moi, c'est une équipe que je vois différemment. De par plusieurs choses. La première, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de leurs stars, leur meilleur joueur à l'éval, qui plus est. Mais j'aime bien la reconstruction. En faisant revenir Bokoridis notamment, en ayant la volonté de développer Papagiannis, faisant revenir Zach Auguste, avec bien sûr Papa Petrou, Kazelakis qui a fait quelques matchs intéressants. Ils ont fait également revenir Vojlukas, qui est le seul rescapé du dernier titre Euroleague, et Mitoglou. Le fait d'avoir cette ossature grecque qui va essayer de jouer ensemble, etc., en ajoutant quelques gars autour, ça m'excite davantage que l'Olympiakos. Je trouve qu'il y a davantage un projet. Malgré tout, le manque d'expérience, comme tu le disais, pour moi, va leur coûter cher, puisque ils auront allez, les 4-5 victoires qui vont leur manquer en fin de saison, qui vont coûter très cher, notamment dans le ventre mou dont parlait Mathieu. Mathieu, tu penses que du coup le Panathinaikos va faire moins bien que l'Olympiakos? Effectivement, ouais, là-dessus, je suis assez d'accord. Je pense que le Panathinaikos, c'est un cran en dessous de l'Olympiakos. Mais je vois quand même, un peu comme toi, la reconstruction comme quelque chose de positif. Je pense que l'équipe commençait à tourner en rond, même si évidemment le départ de Calates est préjudiciable. Je suis plutôt content qu'il soit séparé des Tyrese Rice, de Sean Thomas, Jimmer Fredette, Wesley Johnson. D'accord, Tous ok, ces ah ouais, comme ça gars-là, c'est clair. ben, en fait, je voyais pas où allait aller cette équipe avec ces mecs-là. Je trouvais qu'elle n'était pas forcément très bien construite. Alors c'est sûr qu'ils ont fait un recrutement avec ce qu'ils ont pu et que clairement aujourd'hui ils semblent vouloir donner les clés du camion à Papa Petrou, à Papa Giannis et miser davantage sur le contingent grec. Mais pour moi c'était la chose à faire. Il y a un gros point négatif à mon sens dans cette équipe. Je les ai vus jouer là contre le CSKA Moscou sur la dernière journée. C'est l'absence d'un bon meneur de jeu. Je ne parle pas d'un joueur de niveau Calates, mais justement en face au CSKA Moscou, ils avaient par exemple un Daniel Hackett, joueur académique, pas forcément flamboyant, mais efficace, qui défend, qui distribue, qui sait organiser. Et ça, c'est un truc qui leur manque, je trouve. Un joueur qui ait cette expérience-là pour driver un peu les gars. Après, concernant Georgios Vovoras, je trouve que mine de rien, bon, c'est des débuts pour lui. Il s'en tire quand même pas trop mal aussi avec l'effectif qu'il a. Maintenant, faut pas se leurrer, c'est une équipe qui, je trouve, manque un peu de densité physique à l'intérieur. Il y a Papagiannis, mais ça manque un petit peu de taille. Comme je le De disais, il manque mobilité peut-être? de mobilité aussi, ouais. Ça manque aussi d'un meneur. Et finalement, je trouve que le jeu qu'il propose à l'heure actuelle est quand même beaucoup basé sur l'adresse. Hmm. Face au CSKA Moscou, on a un score de 89-83. On pourrait penser que c'est serré, mais en fait, le match était dominé par le CSKA qui jouait même pas forcément son plus beau basket. Hmm. Maintenant, il y a des points positifs. Je trouve que Nedovic, c'est moins pire que ce que je m'attendais. J'avais Ah peur que ouais, voilà, ce carrément. soit j'avais peur que ce soit un trou noir et que finalement ils décident de prendre un peu le leadership dans cette équipe. Finalement, il est jamais aligné titulaire, il sort toujours du banc.
Il joue sur système avec, il se fait un peu oublier dans le corner, puis sur un coast-to-coast ou sur des Steger, il arrive à se démarquer et à prendre des tirs avec une adresse qui est pas mauvaise pour le début de saison. Donc ça, je trouve que c'est quand même des points positifs. Je pense que la grosse différence finalement, c'est que l'Olympiakos a pour objectif de jouer les playoffs. Le Panathinaikos réussira sa saison s'ils arrivent à se qualifier pour les playoffs. Ok, comme ça c'est clair. C'est vrai que j'ai remarqué deux joueurs, Nedovic et Foster, qui sont deux pétards ambulants. Quand Nedovic allume comme un cochon et qui rate, on voit que le coach n'hésite pas à le faire sortir. Vovora, c'est plutôt lucide par rapport à ça. Par contre, je trouve que Marcus Foster, lui, il est très juste. Alors, en tout cas, des matchs que j'ai vus, je ne sais pas si ce sera le cas tout au long de la saison. D'ailleurs, regardez-le en championnat de Grèce, ça vaut vraiment le coup d'œil pour le coup. Mais je me demande si la star, l'espèce de gros shooter qui peut ramener son équipe, le gros scoreur type joueur élite, quoi, hein, dont parlait Mathieu pour l'Olympiakos, je me demande si Foster, c'est pas ce joueur-là en devenir pour le Pana. À voir. Sinon, il y a Zach Auguste qui, pour moi, est un joueur assez intéressant, mais je trouve que c'est pas assez encore. Il y a d'immenses espoirs placés en lui. Je trouve que voilà, on n'est pas encore au top pour un joueur qui était annoncé pour être vraiment un des leaders de cette Grèce nouvelle génération. Je les vois pareil, comme Romain à peu près, étant donné qu'ils auront ces 3, 4, voire 5 victoires qui manqueront comparé à l'Olympiakos. Je les vois bien en dessous, type 10, 11e, dans le ventre mou, hein. Malgré tout, il faudra quand même regarder les équipes grecques. Parce que ben, voilà, il y a des légendes du côté de l'Olympiakos et il faut profiter du fait qu'ils soient encore là. Bon, on va pas les citer parce qu'on les a assez cités malgré tout. Le Pana également aura des artificiers en chef et puis des joueurs à suivre, notamment les deux grands, les Papagiannis et Mitoglou, dont je serai vraiment assidu sur leur progression. Et puis on pourra également voir en fin de saison où ils finiront pour faire les comptes et voir si on y était plus ou moins loin. Je rappellerai, avant de clore ce petit débat, la preview des deux équipes grecques qu'ont fait nos copains, notamment Olivier pour le Pana. Et bah non, c'est Olivier qui a fait les deux Grecs chez QI Basket. N'hésitez pas à aller voir ses previews, elles sont très qualitatives et qui plus est assez intéressantes puisque monsieur manie très bien la langue de Molière avec quelques vannes placées par-ci par-là. On a fait le tour pour les Grecs, les gars. Est-ce qu'on passerait pas à la chronique de Romain? J'ai une question pour vous d'abord avant de passer à la chronique. Ah, allons-y. Alors, d'abord, j'ai un constat par rapport à ce que tu viens de dire sur Marcus Foster. Effectivement, je pense que c'est peut-être le scoreur régulier que n'aura pas l'Olympiakos. Et je pense que c'est une très bonne trouvaille de leur part. Et moi, ma question, c'est l'année dernière, tu as parlé de Zach Auguste. L'année Ouais. dernière, ils avaient Jacob Wiley, qui est Oui. depuis parti à Grande Canaria. Je trouve que c'est un petit peu le même profil. Et j'ai regardé, Zach Auguste joue autant de minutes que Wiley l'année dernière. Ils ont à peu près la même production. Et pour vous, est-ce que Zach Auguste est meilleur que Wiley? Lequel des deux vous choisissez? Parce que finalement, c'est un petit peu les mêmes profils. Et finalement, vous préférez lequel? Ouf, bon, désolé pour le bruit dans le micro. Il y a deux choses pour moi. Il y a le fait que Jacob Wiley, il n'y avait pas d'immenses espoirs placés en lui, contrairement à Zach Auguste. Ça, la première chose qu'il faut distinguer. Et la deuxième, c'est que Wiley était dans une atmosphère avec davantage de stars autour de lui. Notamment, Mathieu en a parlé, Deshaun Thomas, Calates, etc. Donc, le timing, je dirais qu'il est assez intéressant pour comparer, mais que pour l'instant, je mettrais toujours Wiley plus haut, parce que bah, déjà, il joue avec des joueurs plus talentueux, faut être clair. Et en plus de ça, il n'y avait pas une grosse hype. J'ai ressenti moins de hype pour ce joueur-là. Donc, Wiley. Et toi, Matt? Moi, je choisirais Zach Auguste, mais sur le potentiel, parce que je pense que bien développé, ce garçon peut devenir meilleur que Jacob Wiley. Comme ça, c'est clair, on a un peu de chaque. Et toi, Romain, tu te placerais de quel côté?
Eh ben justement, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est que j'arrive pas à vraiment répondre. Alors après, je t'avoue que l'année dernière, Wiley m'avait beaucoup hypé. Mhm. Euh, et en même temps, je suis en train de me dire, est-ce que il a été bon parce qu'il profitait des cadeaux de Calates? Ça, j'en suis quasiment certain. Et du coup, en remettant un peu le jeu dans son contexte, est-ce que si Wiley était resté sans Calates, est-ce que ça aurait été pareil? Du coup, j'en doute. Donc, je vais peut-être me positionner du côté de Zach Auguste, qui sera peut-être un meilleur basketteur sans avoir besoin d'un mec qui lui facilite le travail. Ok, bah comme ça c'est clair. On a un peu les trois opinions de ce choix cornélien entre Auguste et Wiley. Est-ce que vous voudriez aborder un dernier point sur les Grecs avant de passer du coup à la chronique de Romain? Bah, du coup, que les gens sur Twitter nous donnent leur opinion, savoir ce qu'ils pensent des deux clubs et savoir est-ce qu'ils les voient eux en playoff ou pas. Ouais, c'est clair, ça pourrait être vraiment intéressant. Je pense que j'irai chercher quelques lumières du côté d'Angelo Tsagarakis, déjà qu'on salue, et d'ailleurs qui commente les matchs de la LNB sur les antennes de sport en France. Et puis d'autres, on va dire, observateurs du basket européen, puisque on a toujours été, enfin, comment dire, toujours été habitué à voir cet Olympiakos et ce Pana régulièrement en playoff et au Final Four. Et ne pas les voir du tout, les deux, ce serait quand même un tremblement de terre dans l'histoire du basket européen. D'ailleurs, si quelqu'un a l'info, j'aimerais savoir la date à laquelle la dernière compétition s'est déroulée, où il y avait des playoffs sans aucun des deux monstres grecs. Voilà, la demande est lancée, on verra si quelqu'un répondra, mais ça doit remonter à un bail. Romain, est-ce que tu serais chaud pour lancer ta chronique? Bah, si vous êtes prêts, moi ça me va. Attends, je chauffe mon timbre de voix parce que je m'apprête à hurler. Je sais qu'il y a deux, trois trucs qui vont pas me plaire. C'est bon, Mathieu, t'es prêt? Je suis toujours prêt, moi. Ah, je déconne, moi il me régale toujours. C'est parti! Bon, les gars, j'ai les larmes aux yeux aujourd'hui. J'ai ce petit papillon. Encore! Vous savez, ce petit papillon, celui qui arrive quand on rencontre l'amour, le vrai. Ah Enfin, oui. l'amour. Celui qui te quittera peut-être quelques années plus tard avec le chat, les gamins, la voiture, l'argent. Et l'amour, le vrai. Allez, messieurs, la main sur le cœur. Je demande que la Marseillaise retentisse dans toutes les salles d'Europe. Allons, enfants de... Pardon. Je t'écoute. Bon, écoute-moi bien. Tu n'as pas l'impression que la France domine l'Europe en ce moment? Qu'on a repris la main sur le basket du vieux continent? Tu ne l'as pas vu, notre Roddy qui a renvoyé Scotty Wilbekin chez lui? Ah, pour parler des Américains dans la compétition, il y a du monde. Mais pour parler de nos champions à nous, là, la main, elle tremble par contre. C'est Quand c'est clair. pour parler de Larkin ou Mike James, ça hésite moins, les petits loups. Enfoiré des joueurs NBA. C'est clair que là, clairement, je m'inscris dans cette lignée-là. Je vais pas trop, pas trop contester. Bon, est-ce que je m'emballe? Je sais pas. Mais bon, puisque vous jouez les effrontés, je vais vous calmer. La performance de l'Asvel, ça sonne pas creux chez vous? Que les maillots de Ah, ces joueurs montent tout en haut de l'Astrobal. Que l'on construise une statue à Coach Parker. 35 ans qu'un club français n'avait pas ramené un succès de Vitoria. 35 ans de disette, et c'était déjà l'Asvel, hein. Et là, en une soirée, les Basques tombent sur un mur. Mustapha Fall, je t'aime, mon ami. Et puis, il faut rendre à Nicolas ce qui appartient à Batum. La main de Dieu au bordel. Quel génie, ce petit. Et puis, que dire de l'homme, Charles Cahudi. Un vrai soldat comme on aimerait tous en avoir dans son équipe. Moi, je vous le dis, les gars, gardez un œil sur les Français en Euroleague. N'oubliez jamais que Nando De Colo est double champion de la compétition, MVP et MVP d'un Final Four. N'oubliez pas que Fabien Causeur a changé la phase de la finale 2017-2018. Et surtout, on a 8 de nos meilleurs représentants dans la compétition reine. C'est pas beau ça? Moi, je vous le dis, la France, elle a sa place en Euroleague. Je persiste et je signe. Bon, qui dit avoir sa place dit exister au plus haut niveau. Et qui dit exister au plus haut niveau dit tout simplement vivre. Alors, j'espère que les gens vont se retrousser les manches et bosser pour sauver le basket dans l'Hexagone. Que Tony Parker soit entendu et que l'on vienne en aide à nos clubs, bordel.
Ah les gars, j'ai les larmes aux yeux aujourd'hui. Tout simplement car je t'aime, basket français. Allez, à bientôt. Ah, c'est beau, ça m'a foutu des frissons. Bravo, bravo, monsieur Romain. C'est vrai, il y a plein de choses à partager de cette belle histoire. Mathieu, est-ce que tu as pu suivre un peu les perfs des Français? Est-ce que tu voudrais en rajouter par rapport au message de Romain ou l'insulter en pensant que il se trompe? Non, je partage complètement son opinion. C'est vrai que cette semaine, elle a été riche en émotions pour les supporters des joueurs français. On a vraiment eu de belles choses. Moi, j'ai regardé l'Anadolu Efes Istanbul battre le Maccabi sur le fil et la performance de Rodrigue Bobo a été étincelante et ça faisait ultra plaisir de le voir à ce niveau-là. Moherman, fidèle dans son jeu, dans son rôle, parfait. Du côté de Lasvel, on n'était pas en reste avec la performance folle de Mustapha Fall. Et puis derrière, Dio, Kahudi qui en remettent une couche. On n'oublie pas non plus de faire un coucou à Hurtel qui était sympa et toujours bon du côté du Barça. Le seul petit chagrin d'amour, c'est Nando De Colo qui s'est blessé. Mais sinon, c'était super. Continuez comme ça, les gars. C'est vrai, ouais, Roddy de Beaubois qui a été juste énorme. Je pense que souvent on se pose la question et si pour plein de joueurs. Et je me demande et si Rodrigue Beaubois ne s'était pas blessé lors de son passage NBA. Et si souvent lors de ses blessures il a été écarté des terrains. Je me dis voilà, s'il avait eu 2, 3 blessures de moins, qu'est-ce qui serait advenu de la carrière du Français? Rodrigue, on aime également tous les autres joueurs de basket français puisqu'ils font rayonner notre basket aux quatre coins du vieux continent. J'espère juste que la semaine prochaine, il y aura encore des performances hallucinantes de nos Français qui permettront de mettre en lumière le travail fait par nos clubs formateurs. Et puis tout simplement pour nous régaler, puisque je n'ai pas encore vu le match de l'Asvel, Romain, et j'espère que je pourrai voir celui de l'Efes contre le Maccabi, Mathieu, parce que voilà, c'est toujours sympa de parler de basket européen, mais sachez qu'avec la team Ficelle, vous êtes tout le temps spoilé. Vous ne pouvez pas passer, allez, un quart d'heure sur votre téléphone sans avoir des notifications avec le résultat des matchs ou des commentaires sur ceci, c'est très difficile. Également, je souhaiterais clore cette émission en vous recommandant le passage de Shima Moneke contre l'Asvel ce week-end. Petite dédicace à toi, Romain, je sais que tu l'aimes beaucoup. Un joueur vraiment intéressant et qui sait, peut-être que bientôt on le retrouvera en Coupe d'Europe, voire même en Euroleague. Avec des passes de Mathieu Strazel qui a été stratosphérique aussi pour l'Asvel. Oui, un gamin de seulement 18 ans, je crois, c'est ça? Ouais, il me semble. Et qui a un sang-froid incroyable, qui a pris en main cette équipe de l'Asvel et c'était très très plaisant à voir. Oh oui, on peut dire que le garçon n'a pas froid aux yeux. Merci les gars d'avoir été là, c'était un kiff comme chaque semaine. On a présenté les matchs à venir. J'espère que vous serez devant votre poste de télévision ou votre tablette, votre écran de PC pour voir l'Euroleague la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suggérer des idées de débat, des questions, à critiquer nos chroniques, à nous donner des idées pour la chronique chauvine de Romain. Et puis en tout cas, on vous embrasse tous, on vous souhaite tous une très bonne fin de semaine. Et puis vive l'Euroleague, la plus belle, la plus jolie, la plus intéressante compétition de basket au monde. Ciao les gars! Salut tout le monde! Salut!